Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est vendredi, émission exceptionnelle, équipe exceptionnelle ce soir. Une lumière d'abord. Joël Héraclide, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, merci beaucoup. D'accord, à vos côtés, Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir JP. On est prêt pour les quelques minutes restantes, oui, moins oui. de 90 minutes quand même. En tout cas, oui. Et puis c'est le début du week-end, donc... Ah d'accord, d'accord. Le visage de JP est plus gai quand c'est vendredi. Et Clément Yeton, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Quelle belle chemise. Oh là là, une chemise fleurie, c'est ça? Oh, merci beaucoup. D'accord, ça fait penser un peu à Johnny Lafleur. Ah ouais, peut-être qu'on va dire que c'est son petit-fils peut-être. Un dégradé de rose qui tire sur le rose. Je sais pas, le rose... Moi, je savais rose crème de... Non, c'est du rose délavé. je savais qu'il allait avoir deux dames sur le plateau, donc il fallait ajouter un peu de... D'accord. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Henri Joël? Je vais bien, c'est le vendredi et puis nous sommes là. D'accord, avec... Essayer de rire un peu. Avec la chemise rose. Saumon. C'est rose. Saumon. Rose. C'est saumon. Saumon. Saumon, rose, saumon, c'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, c'est le sport, toujours le sport. On parlera de sport. On décortiquera donc l'actualité sportive avec un esprit fun. On y va donc pour le sommaire. Au sommaire de la Grande Team à ce vendredi, des informations sportives, c'est dans LGT News. Focus, débrief, demi-finale, aller, Ligue des Champions CAF. Espérance de Tunis, Al-Ali, la 24e journée de la Ligue 2, on en parle dans notre actu. Bon début de week-end sur la 3. Infrastructure sportive, l'Agora d'Abobo ouvre ses portes. Comme annoncé par la directrice de la communication du ministère des Sports, Madame Yaolidi, mercredi dernier, le complexe sportif de l'Agora d'Abobo a été officiellement inauguré ce vendredi. En effet, au cours d'une riche cérémonie en couleurs, le ministre des Sports, Claude Paulin d'Anhaut, a en présence de la première magistrate de la commune d'Abobo, Candia Camara, et bien d'autres personnalités, procédé à l'ouverture de ce joyau. Un espace construit sur une superficie de 1,6 hectares. L'Agora d'Abobo, située au quartier Akeikwa, comporte 3 aires de basket, 2 de handball et un terrain de football en gazon synthétique. L'ouverture de ce complexe sportif vise, selon le ministre des Sports, à occuper sainement la jeunesse à travers un appui à la formation, à l'insertion et à l'entrepreneuriat. Pour rappel, le programme Agora va porter sur un total de 90 ouvrages. Port-Boé, Béoumi, Bundiali et Apekoubé sont les prochaines communes ciblées pour recevoir leur Agora. Merci aux populations d'Abobo pour cet accueil chaleureux et pour cette mobilisation exceptionnelle de ce jour. Prenez grand soin de cette Agora. Profitez de cette Agora. Faites bon usage de l'Agora. Que ça devienne le socle de votre cohésion sociale. Que ce soit le socle des opportunités pour les jeunes. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer mon propos en disant encore une fois, vive la France, vive la Côte d'Ivoire et vive le sport. Je vous remercie. Je voudrais également exprimer mes remerciements au vice-président de la République, au Premier ministre ainsi qu'au gouvernement pour l'intérêt constant qu'ils portent à Abobo. Nous allons bientôt procéder à la pose des premières pierres d'un lycée d'excellence mix à Coco Service, d'une mosquée centrale à Abobo Centre, de centres d'état civil secondaire et d'écoles maternelles et primaires, et le grand marché moderne d'Abobo. On débriefe les news à présent. Joël Héraclide, vous nous parlez de l'Agora d'Abobo qui ouvre ses portes. Oui, je suis très contente que à Abobo va y avoir un Agora aussi beau, avec plusieurs sports disponibles, le basket, le hand, le football. Voilà. Après, il faut que toute la population prenne soin de l'infrastructure. Ouais. Et puis, ça va permettre aussi à tous ces jeunes de pouvoir pratiquer un sport, se retrouver pendant des événements autres que sportifs, culturels. Et c'est vraiment une belle avancée pour notre jeunesse. Et pourquoi pas, on trouvera des futurs champions à Abobo bientôt. Pourquoi pas. Jean-Philippe, avec vous, on parle handball. Oui, compétition africaine
Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, encore un représentant ivoirien, le Red Star, qui avait très bien débuté cette compétition en alignant 2 victoires et qui est tombé encore sur l'ogre du Zamalek du Caire. Il faut dire que lorsque les clubs ivoiriens rencontrent ceux du Maghreb ou du monde arabe africain, on est toujours en difficulté et quand on voit le score 22-42, cela démontre quand même l'écart qu'il y a entre le Zamalek et notre représentant. Maintenant, on espère que notre représentant va pouvoir rebondir et puis recommencer à remporter des rencontres parce que le Red Star quand même est un habitué de la compétition, même s'il arrive à passer difficilement les paliers. On sent qu'il y a quand même une nette progression cette année. On espère que ces ogres qui se dressent à chaque fois sur leur chemin, ils arriveront à les battre et puis, arriver le plus loin possible dans cette compétition. D'accord. Henri-Joël, on parle de basketball? Oui, tout se concrétise, tout se met en marche pour cette participation de la Côte d'Ivoire à la prochaine Coupe du Monde à partir du mois d'août. 25 août pour le début de cette compétition. Bien sûr, avant la compétition, il y a le trophée qui fait un peu le tour des pays qualifiés et la Côte d'Ivoire est le premier pays sur le continent africain à recevoir le trophée. Ça sera déjà à partir de ce lundi. Et ça montre que voilà, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt parce que en dehors de la Côte d'Ivoire, il y aura d'autres pays africains, notamment le Soudan du Sud, l'Égypte, le Cap-Vert, l'Angola, qui vont aussi recevoir le trophée. La Côte d'Ivoire participe, on espère, pour cette participation, que les éléphants vont passer le premier tour. Parce que on croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. Jusqu'à présent, ça a été un peu difficile pour les nôtres quand ils se présentent au niveau de la Coupe du Monde. Pour cette participation, on espère que ça va se faire. Déjà, les adversaires ne sont pas quand même des petits calibres. Vous avez l'Espagne, qui est champion du monde en titre. Vous avez le Brésil, qui a déjà remporté 2 fois cette compétition. Effectivement. Vous avez l'Iran. Donc, oui, on arrive peut-être en tant que petit poussé dans cette compétition, surtout dans cette poule. Mais bon, le basket, c'est le basket, parce que récemment, il y a Miami qui a éliminé Milwaukee. Donc, ça peut se faire pour la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. D'accord. Clément, avec vous, on parle du gardien du Bayern. Oui, tout à fait. Le retour de Manuel Neuer qui s'était blessé à la jambe en faisant du ski. On sait que c'est un peu interdit aux joueurs professionnels. Là, il revient parce que... Totalement interdit même. Voilà, totalement interdit. Là, je pense qu'il revient. C'est un garçon qui a révolutionné son poste avec son jeu au pied. On parle d'un quasi-libéraux qui fait énormément de bien. On sait que Yann Sommer, il a assuré un peu, mais quand on regarde le match face à City, je pense que si on avait un Neuer qui était là, ça allait compter quand même pour quelque chose dans la balance du Bayern Munich. Il revient, bravo à lui. Je pense qu'il est fort mentalement. Et son club a énormément besoin de lui. Voilà, bon, une toute petite pause pour la pub et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours... Merci la régie pour ces 2 tapis sonores, c'était fort agréable. Nous sommes toujours en votre compagnie avec Joël Héraclide, avec Jean-Philippe, Clément et aussi Henri-Joël et on passe au focus. Le focus de ce soir concerne le match qui vient à peine de prendre fin, un débrief donc de ce match, fin de cette première demi-finale aller de la Ligue des Champions CAF entre l'Espérance de Tunis et Al Ahly, un match qui s'est soldé sur le score de Joël Héraclide. 3-0. 3-0, voilà. Alors, comment vous avez vu ce match? Un très beau match de Al Ahly avec un Percy Tao qui nous a fait deux buts fort sympathiques. Voilà, une absence inexpliquée, je ne sais pas trop comment le définir, de Fousseni Koulibaly. Je m'attendais à le voir un petit peu plus dynamique. Une défense pas terrible du côté de l'ES Tunis. Voilà, Al Ahly a gagné son match à l'extérieur qui lui vaut 6 points au total puisque les 3 buts sont multipliés par 2. Il va falloir que l'ES Tunis puisse faire un exploit au match retour. Et Clément, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce match? Ouais, je pense qu'on a vu une formation du National du Caire en taille pas trop forte pour cette formation de l'Espérance de Tunis, qui a surpris d'emblée cette formation de l'Espérance de Tunis parce que l'Espérance a pensé qu'Al Ahly allait défendre d'emblée, mais c'était mal se tromper, mal connaître cette formation du National du Caire qui s'est positionnée très haut sur la pelouse. Donc du coup, avec ce pressing-là, ils ont fait déjouer dès les 10 premières minutes cette formation. L'Espérance de Tunis vont scorer par Percy Tao. Après, on connaît la gestion de cette formation du National du Caire. C'est quand même des garçons qui sont
Ce sont des internationaux, ce sont des garçons qui ont du vécu, qui ont de la bouteille. Ils vont bien gérer cette phase défensive-là et puis faire des joueurs encore l'Espagne de Tunis en seconde période. Ils vont marquer 2 buts en seconde période. Moi, je n'ai pas vu de duel là. J'ai vu une seule équipe sur la pelouse. On parle du national du Caire. Ils ne sont pas là sur le fait du hasard. C'est 19 demi-finales pour eux, 10 titres de Champions League. L'un des clubs les plus grands du monde arabe. On parle d'une institution qui a des fan clubs partout dans le monde entier, en France, en Afrique, partout où vous voulez. Ils sont taillés pour gagner cette compétition-là chaque année. Donc, je pense qu'ils savent monter petit à petit en puissance. Ils ont mal démarré la compétition. Ils étaient en difficulté. Ils sont allés chercher la finale face au Al Hilal du Soudan. Et là, crescendo, ils montent petit à petit. Et là, ils vont faire sortir le Raja de Casablanca. Ils sont en train de faire sortir l'Esperance de Tunis. D'accord. La bête est réveillée. D'accord, la bête est réveillée. Jean-Philippe, est-ce que le résultat reflète la physionomie du match? Je serais tenté de dire non parce qu'en début de rencontre, quand même, on a vu une équipe de l'Espérance de Tunis qui a essayé de prendre le pas sur son adversaire. L'équipe de Al Ahly était venue dans une approche tactique assez défensive. Maintenant, au fil de la rencontre, elle s'est rendue compte que du côté de l'Espérance de Tunis, leur allant les emmenait à je dirais, laisser beaucoup d'espace derrière. Et donc, cette formation de l'Espérance est plutôt du Al Ahly à profiter de ces espaces-là. Elle a réussi à marquer un but par le fantastique Percy Tao. Et puis après, justement, le jeu s'est débridé. Et puis, Al Ahly a commencé à paniquer. Donc, je pense que Al Ahly, l'Espérance, plutôt, excusez-moi, aurait pu mieux gérer quand même cette rencontre. Sur le repli défensif, il n'y a pas eu cette célérité qui était attendue de la part de cette équipe tunisienne. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop de confiance du côté des Tunisiens, surtout quand on regarde le parcours de cette formation du Al Ahly en phase de poule. C'est une équipe qui était quasi éliminée, qui a réussi à se qualifier à l'ultime rencontre du côté du Caire en battant la formation d'Al Hilal du Soudan, où il y avait notre jeune compatriote dans les poteaux. Cette équipe, c'était Issa Fana, cette équipe s'était inclinée 3-0 et c'est sur ce même score que Al Ahly encore prend le meilleur sur l'Espérance de Tunis. C'est une équipe qui est constellée de joueurs surtout très expérimentés et c'est surtout l'Espérance qui a fait la différence dans cette rencontre. Sinon, je pense que l'équipe de l'Espérance n'a pas été aussi ridicule que ça à l'entame de cette rencontre, mais elle a perdu pied. D'accord. Henri-Joël, et vous? Bon, je pense que déjà, sur le premier but, le portier de l'Espérance, c'est lui qui permet à Al Ahly de très bien commencer ce match avec le but qu'il prend parce que... En plus, c'est le remplaçant, le titulaire habituel n'est pas là. Voilà, donc sincèrement, je me dis que c'est ce but-là qui permet à Al Ahly d'avoir confiance puisque Jean-Philippe évoquait le fait que l'Espérance avait très bien commencé le match, donc ils étaient dans... C'est vrai qu'ils ont pris quand même le but à la 7e minute. Oui, ils étaient dans leur match, mais bon, quand vous prenez un but très tôt comme ça dans le match aussi, ça change un peu les plans. Forcément, vous courez, ce n'est plus pareil, vous courez maintenant après le score et vous découvrez à derrière. Or, quand vous jouez face à une équipe comme Al Ahly, où vous êtes obligé de presser pour essayer d'égaliser derrière, forcément, il y a des espaces qui se créent. Et quand en face, vous avez un garçon comme Percy Tao, c'est-à-dire, on en parle comme celui-là, mais bon, c'est quelqu'un qui a joué en Première Ligue, c'est quelqu'un qui est passé dans pas mal de championnats, notamment en France ici. Une bonne transition, Henri-Joël, pour vous demander à vous, puisque vous avez le micro, quel joueur vous a séduit justement dans cette partie? Tout le monde dira Percy Tao, parce que c'est lui, qui fait le match. C'est lui qui fait le match, c'est lui qui imprime le tempo au niveau de l'attaque de cette équipe de Al Ahly. Et puis surtout, son deuxième but, ça montre toute l'expérience qu'il a, ce joueur sud-africain, parce qu'il prend le ballon, il répique dans l'axe, et surtout, il fait près de 3 feintes pour essayer de s'ouvrir une fenêtre de tir. Et là, après, c'est ouvert, il a la possibilité d'ajuster le portier, et il le fait. Donc, pour moi, c'est lui. Et puis, bon... C'est le seul? Karaba aussi. Oui, Karaba également. Oui, Clément. Il ne faut pas oublier le bon match d'Alou Dieng au milieu de terrain qui a fait déjouer notre Fousseni Koulibaly. Et Percy Tao, c'est un excellent joueur. On parle d'un joueur qui a déjà gagné cette compétition avec le Mamelodi Sundowns de son papa Pipso Mosimane. Donc, il connaît bien la compétition. C'est un talent, comme l'a dit Henri-Joël, Première Ligue, championnat belge. Voilà, donc ce n'est pas ce genre de match qui va effrayer Percy Tao. Non, mais on va pas revenir sur lui. C'était juste pour savoir si vous avez d'autres noms. Oui, tout à fait. J'ai ajouté Alou Dieng, le Mali. Il y a Karaba. Et Karaba également, qui est maintenant le meilleur buteur à égalité avec Peter Chaloulé. Il a 5 buts maintenant, il répond toujours présent.
C'est lui l'attaquant de pointe. Oui. Voilà, il sait répondre également dans les grandes rencontres. Et puis El Shahat également sur le côté qui a beaucoup embêté cette formation de l'Espérance sportive de Tunis. Donc je pense que pour moi, ce sont les trois meilleurs hommes de la rencontre. Aloudien, et El Shenaoui, est-ce qu'il a été rassurant pour son équipe? Oui, bien sûr, il était bien parce que les actions de l'Espérance sportive de Tunis, il était quand même là, il en avait quelques ballons chauds qui pourraient relancer cette formation de l'Espérance sportive de Tunis. On parle d'un gardien qui est international, c'est le gardien des Pharaons quand même. Donc lui, il sait se mettre dans ce qu'on appelle au haut niveau, il sait se mettre au niveau des grands matchs. Ouais, il est toujours là. Et on dit quand tu vas aller loin en compétition, il faut avoir de grands gardiens. Et lui, c'est un grand gardien. Et parlons d'aller loin, justement. Comment vous voyez la seconde confrontation, ces deux équipes au match retour, Jean-Philippe? C'est pratiquement plié parce que c'est vrai que cette équipe de Al Ahly, ce n'est pas une formation peut-être de l'Afrique. Toute modestie mise à part et tout respect pour nos équipes de l'Afrique au sud du Sahara, on aurait pu se dire que bon, si ça venait d'une victoire d'une formation au sud du Sahara, peut-être que l'Espérance allait avoir un sursaut d'orgueil. Mais là, au match aller du côté du stade Radès de Tunis, on a vu que l'Espérance a joué devant des gradins vides, faute à leur suspension. Et du côté du stade national du Caire, ce sera pratiquement entre 90 000 et 120 000 personnes qui seront là pour soutenir cette équipe du Al Ahly qui part avec, dans sa besace, 3 buts déjà d'avance. Ça, pour moi, c'est déjà plié. Je pense que Al Ahly est d'ores déjà qualifié pour la finale. Maintenant, ce sera eux d'attendre le futur adversaire. Mais l'équipe du Caire, une fois de plus, aura démontré, je ne parlerai même pas de suprématie, mais je dirais son caractère prédominant sur cette compétition qui est la compétition majeure des clubs sur le continent. Joël et Raquel, vous pensez que c'est carrément plié aussi? Oui. Ou c'est une demi-finale qui promet? C'est pareil. Non, moi, je pense que c'est plié. Ne serait-ce que mathématiquement, il faut qu'il marque 4 buts et qu'Al Ahly n'en marque pas. C'est beaucoup de buts. Donc, mathématiquement, déjà, c'est plié. Et je pense que face, comme disait JP, face au stade qui les attend, ça va être très compliqué, même mentalement. Le stade sera plein. Personne ne viendra, quasi personne ne viendra en tout cas de l'ES Tunis. Donc, non, je pense que... Voilà, en finale, on aura Al Ahly. Henri-Joël, pareil? Oui, c'est fini. Nous ne sommes plus en Europe. En Europe, peut-être on aurait dit oui. La remontada. Ouais, non, avec la nouvelle formule en Europe où le but à l'extérieur qui ne compte pas double, voilà, c'est ça. On pouvait dire que peut-être cette équipe de Tunisie pouvait venir et puis espérer marquer 3 buts. Mais même avec 3 buts inscrits sur la pelouse de Al Ahly, si les Égyptiens réussissent à inscrire un seul but, c'est fini. Donc, quand on regarde tout ça, et puis surtout le contenu du match de l'Espérance, ça ne donne pas assez d'espoir sur le match retour. Je me dis que Al Ahly a fait le travail sur ce match aller là et au retour, ils vont essayer de contenir juste les Tunisiens et puis bien préparer. En tout cas, ça va servir de préparation pour la finale. Parce que la finale, peut-être, ça sera contre Sundowns ou bien contre Wydad. Et si vous devez faire un pari, sur quelle équipe vous allez miser, Clément? Le match retour? Oui. Moi, je pense que le national va passer parce que même si en termes de football, on a déjà vu tout ce qui est météorite, tout ce qui est tremblement de terre, retournement de situation, je ne pense pas. Aller mettre 4 buts au national du Caire à domicile, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se le permettre parce qu'on a une formation qui va aller gagner cette compétition-là. Et puis, rarement, ils font ce genre de rêve-là. Ça n'arrive pas au national du Caire. Ce sont des professionnels. Et puis, à une année, ils se sont fait sortir en Coupe d'Égypte. Et le président, il a coupé tout ce qui est salaire aux joueurs du national du Caire parce qu'il s'est dit que... Donc, est-ce que le Al Ahly est le super favori pour cette compétition? C'est le super favori. Chaque année, ils sont super favoris. Okay. On attend juste qu'on les fasse sortir de la compétition parce que chaque année, ils vont jouer. Même s'ils sont qualifiés, ça fera la 4e finale d'affilée. Ils vont jouer 3 finales consécutives. Donc, je pense que... Voilà, on parle d'un monument, on parle d'un club qui... Voilà, moi, on n'est pas étonné de voir le national en finale. On ne sera pas étonné de l'avoir fait sortir cette formation de l'Espérance sportive de Tunis. On pense que c'est le contraire qui va étonner le monde sportif africain. D'accord. Et je pense qu'ils iront au bout, pour moi, parce qu'ils ont déjà raté l'élimination. Et là, quand tu n'arrives pas à les faire sortir comme ça, ne pas laisser, on ne laisse jamais le national du Caire en vie dans une compétition africaine. D'accord. Je pense que Sundowns peut créer la... S'il passe en finale, Sundowns peut créer la surprise. Petite pause et on se retrouve tout de suite. Nous sommes toujours en votre compagnie et il est l'heure de l'actu.
Le téléphone est ouvert parce que la question LGT, justement, concerne le sujet de l'actu de ce soir. Faut-il s'attendre à une dernière ligne droite âprement disputée concernant la Ligue 2? Le 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Et aussi, vos avis sont attendus sur la page Facebook de la 3. La 24e journée de la Ligue 2 se dispute ce week-end. Dans les deux poules, la bataille sera encore farouche, non seulement pour la montée en Ligue 1, mais aussi pour le maintien. Cette vidéo préparée par la rédaction fait le point. Jetons un regard sur les affiches de la 24e journée et le classement dans le groupe A. Voilà, c'est l'EFIM qui va recevoir l'équipe de l'Espérance de Bouaké. Le match a été déjà joué. Malheureusement, on n'a pas encore le score. L'EFIM a perdu. L'EFIM a perdu. Bon, merci Jean-Philippe. Ici à Oisy contre Williamsville Athletic Club. Agi des Guibérois sera face à l'ADFK d'Agboville, d'Azopé plutôt. Voilà. L'US Benjaville jouera contre le CO Boisflé. L'Amphira recevra l'Africa, le gros match de cette journée. JCA contre S Roi-Gaillot et puis Zoma qui va se reposer et regarder les autres jouer. Et l'ES Benjerville, est-ce qu'il jouera le jeu face au CO de Boisflé, Henri-Joël? Ils ont déjà obtenu le maintien. Voilà, mais c'est un match de foot. On a le classement. On a le classement. Le classement, Zoma est leader, 43 points, suivi de Boisflé, 43 points également. L'Africa complète le podium avec 42 points. Et puis, en ce qui concerne votre question, l'US Benjerville, 26 points, pour moi, est déjà sauvé. Donc, mais surtout pour prendre les commandes de la poule A. Non, Benjerville ne joue plus les commandes. Benjerville est au milieu. Et puis, l'EFIM et l'ES Roi-Gaillot, en tout cas, les deux équipes sont très, très bien parties pour rejoindre la D3, même si, quand même, il reste encore 2 journées à disputer. L'Amphira FC a-t-il les armes pour contrarier l'Africa Sport? Ils ont les armes. Au match aller, ils ont tenu l'Africa en échec. Et beaucoup de questions avaient été posées. Donc, l'Africa est dans un sprint final où aucun point ne doit être laissé. L'Africa a une obligation de remporter ses 3 derniers matchs pour toujours avoir son destin entre ses mains et espérer monter dans l'élite. Cela passe par l'équipe de l'Amphira, qui est un centre de formation, qui a produit énormément de joueurs de talent, qui pratique un excellent football, qui a su se montrer très incisif, comme je le disais tantôt dans le match aller face au Vert et Rouge. Là, est-ce que l'Africa parviendra à prendre le meilleur sur cette équipe? C'est le gros point d'interrogation. L'Amphira qui également est 4e de son groupe, c'est vrai qu'ils sont un peu détachés parce qu'ils sont à 8 points des Verts et Rouges. Mais est-ce qu'ils n'auront pas à cœur de se rapprocher du peloton de tête et d'espérer de faux pas en cascade pour pourquoi pas peut-être remonter dans l'élite, ce qui serait hypothétiquement assez difficile à faire. Mais attention aux joueurs de l'Africa Sport Abidjan qui, lors de leur dernière sortie face à l'ADFK, menait 3-0 avant de terminer cette rencontre à 3-2. Il y a encore la frilosité du côté des Verts et Rouges qu'il va falloir travailler dur avant de croiser cette formation de l'Amphira. Dans cette dernière ligne droite, comment on explique justement la puissance que dégage Hadj Mohamed, Joël Héraclite? C'est un peu compliqué pour moi de répondre encore une fois. Je sais. Non, alors, avec beaucoup d'objectivité, Oui. quand il est arrivé à l'Africa, moi, je n'étais pas forcément d'accord avec sa façon de faire. Voilà, je trouvais que c'était trop dur, trop brutal. Et que c'était limite, comment je pourrais dire ça sans choquer, c'était limite, c'était beaucoup trop. Des matchs amicaux, des entraînements, des surentraînements, un stage très lourd. Et finalement, pour avoir regardé les matchs, puisque j'ai des joueurs à l'Africa, et ben ça fonctionne. Voilà, il faut appeler un chat, quand c'est bon, c'est bon. Et pour le coup, il a compris les joueurs, il a trouvé les bonnes clés pour que l'Africa puisse jouer et ramener des résultats. Il manquait de conditions physiques. Ben voilà, on l'a vu en deuxième partie de saison. Oui. Des jeunes complètement transformés qui revenaient de stage, notamment moi, mon joueur qui est arrivé avec 5 kilos de muscles en plus. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant, parce que moi, je l'ai vécu vraiment avec le joueur. Et finalement, tout ce travail qu'il a mis en place, qui au départ pouvait choquer au début de la saison, finalement, ça marche très très bien. Voilà. On a repris en conditions physiques, on a repris, alors on pêche à certains moments où il faudrait... au lieu d'aller fixer, il faudrait peut-être faire accepter de faire des passes décisives. On marquerait beaucoup plus de buts. Mais sinon, non, pour le moment, je suis contente des résultats du coach. D'accord. On a M. Kofi Mathieu qui nous appelle Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir.
Oui, bonsoir, la très grande Marie-Christelle. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Bon, la grande team vous salue, hein? Oui, je salue tout le monde. Bonsoir. Je salue la grande team, ouais. On vous écoute donc. Faut-il s'attendre à une dernière ligne droite âprement disputée pour la Ligue 2? Oui, parce que ils ont intérêt. Tous les clubs qui prétendent monter en première division ont intérêt à donner le maximum d'eux-mêmes dans cette dernière ligne-là. D'accord. Parce que, comme nous le savons tous, la D2, d'autres l'appellent le purgatoire. Quand tu es là-bas, vraiment, c'est difficile de remonter. Donc, s'ils ont la chance d'être à la tête de leurs différentes poules, vraiment, ils doivent mettre les derniers matchs là à profit pour monter en D2. Surtout l'Africa Sport, parce que il y a longtemps, ils sont en D2 là. Ça fait que le championnat au niveau de la D1 a baissé un peu d'intensité. Quand l'Africa est en D1, la FEC se bonifie, l'Africa même se bonifie, le Stella, tout ça. Donc, ils n'ont qu'à tout faire pour discuter âprement les places qu'il faut là pour qu'ils soient en D1. D'accord. Merci beaucoup, Voilà. M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne émission, surtout bon week-end. Hein. Merci. Bon week-end à vous aussi. Ouais, on termine le week-end en beauté. On commence le week-end en beauté. Bon, je veux dire, on termine la semaine en Oui, beauté. oui, oui, effectivement. Vous avez bien compris. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Clément? Ouais, je pense qu'il y a... Pour le niveau de cette Ligue de la Monde, je suis tellement surpris parce que ça monte énormément en puissance. Parce que je me charge de rédiger les équipes types de Ligue 2 pour une page de sport. Et donc, je suis à fond dans cette Ligue 2-là. Je suis agréablement surpris par le niveau cette année. C'est vrai qu'il y a l'Africa qui est là, qui va donner un peu de notoriété également à cette compétition-là. Mais quand tu prends depuis un bon moment, l'Africa même qui, depuis le début de la saison, n'avait pas encore réussi à enchaîner 3 victoires d'affilée. Mais on s'approche de la montée. L'Africa est sur 5 matchs sans défaite. Donc, ils ont pris conscience de cette lutte-là. De l'autre côté, tu as un combat entre Mouna et puis Iska également qui ne se lâche pas. Non, on arrive, hein, on arrive. Mouna et Iska, on arrive parce que d'abord, on doit voir l'infographie, justement, des affiches du groupe B. Oui. Oui, pour ce groupe B, Abosso va recevoir l'équipe de Yamoussoukro Football Club. Guéry sera face à Iska. Songon, OFC Adiaké, Estanda, c'est Espoir de San Pedro, US Fermier, Sirocco Football Club, Kozap Tabo. Et puis, Mouna va regarder les autres jouer. Mouna va regarder les autres jouer. Bon, je ne pense pas trop. Hein. Non, ils ne jouent pas cette journée. Ils ne seront pas là. On a aussi le classement. Le classement, plutôt, c'est Mouna qui est en tête, 46 points plus 21. Iska, 46 points plus 20. Yamoussoukro complète le podium, Adiaké et Abosso suivent ensuite. Au bas du tableau, vous avez l'US Fermier qui a 19 points, qui est 12e. L'équipe du Stade Espoir de San Pedro, ancien finaliste de la Coupe CAF, est 13e et est en route pour la T3. D'accord. Nous avons M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Marie-Christine. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir. Comment vous allez? Bon, grâce à la 3, et puis vous, les deux belles mamans là, le moral est très haut. Toujours le moral très haut. J'ai salé ma maman, Joël et Akil. D'accord. Bonsoir. Et vous saluez. Ouais, les hommes aussi. Ils saluent ensemble. N'oubliez pas les papas. Les trois papas, ils les saluent ensemble. Bonsoir, monsieur. D'accord. Bon, on vous écoute donc. Ligue 2. Faut-il s'attendre à une dernière ligne droite âprement disputée? Ouais. Oui. Vraiment, puis j'ai dit oui. Parce que la vie de la Cassou, c'est comme un championnat italien. C'est du plus fort. C'est la loi du plus fort qui gagne. Donc, les trois, Zoma, Boaflé, Africa, là, on suit toujours nous les attaques là. Les Africains, on regarde. Les gars venus, nous rejoignent, et puis on fait la concurrence là. Donc, ils ont les points en main. Et ça dépend de leur mental, leur bravoure, leur manière de vaincre pour remonter en D1. J'ai compris le dessin dans les mains. J'ai dit bravo au coach de l'Africa, vraiment, qui a battu un grand travail. Vraiment bravo à lui. Et puis à Créfeuille, le gouvernement de l'Africa. Bon, la 3, on est ensemble. On est ensemble. Toujours ensemble. Toujours ensemble. Merci beaucoup. Voilà.
On a aussi le grand public qui s'est exprimé au micro de nos reporters sur la question LGT. On écoute. Les derniers matchs de la Ligue 2 sont un peu compliqués. Voilà, mais je vois plus le FC Zoma être à la première place. Voilà, vu le nombre de points, goal différentiel, tout ça, je pense que Zoma est bien parti pour être premier. Je pense que FC Zoma et FC Boisflé, ils ont les mêmes points et ils ne vont pas se laisser faire. Donc Africa aussi doit se battre fort pour pouvoir aller en Ligue 1. C'est ce que je peux dire pour le moment. Je pense que Africa doit se donner à fond. Les autres équipes aussi, ils sont forts, donc ils ne vont pas se laisser faire. Actuellement, la Ligue 2, c'est très chaud. Pour moi, les derniers matchs seront très disputés. Parce que je vois le Zoma premier et le Boisflé deuxième qui ont les mêmes points. Bon, l'Africa en ce moment, c'est une équipe que vraiment on veut revoir en Ligue 1. Vraiment, j'espère qu'ils vont jouer, ils vont se battre. On veut revoir le derby ivoirien qu'on revoyait auparavant. On veut le revoir. En tout cas, il veut revoir l'Africa en Ligue 1. On a aussi la commission des arbitres. Est-ce qu'elle a pris des dispositions particulières pour cette fin de saison? Henri Joël. Bon, pour l'instant, on n'a pas de communiqué parce que normalement, si cette commission s'exprime, c'est par voie de communiqué. Pour l'instant, on n'a pas eu de communiqué. Mais hier, j'avais sorti un carton jaune pour un avertissement pour les arbitres de la Ligue 2 et j'avais même interpellé le président de cette commission, Bonaventure Kalou. Je pense que c'est un homme de voix et je sais que, bon, pas forcément lié à mon message, mais je sais qu'il y a eu tellement de bruit qui ont couru ces derniers temps en ce qui concerne les arbitres au niveau de la Ligue 2. Donc, forcément, il va donner des consignes pour que les arbitres soient les plus sérieux sur ces derniers matchs restants, parce qu'il ne faudrait pas influencer positivement ou négativement certains résultats sur cette fin de championnat. D'accord. Bon, c'est tout pour l'actu et on passe maintenant au plus calé. Voyons donc qui est le plus calé ce soir, qui est l'équipe la plus calée ce soir. Équipe A, équipe B. Équipe A, composée de Jean-Philippe et Joël Héraclite. Équipe B, bon, eux, ils sont... Les roses. Les dégradés de rose. Équipe B, composée de Henri Joël et Clément. Vous êtes prêts? Le thème, c'est le championnat d'Angleterre. C'est bon? Allons-y. D'accord, on y va. Première question. Combien de titres de champion d'Angleterre compte Nottingham Forest? A, 1. B, 2. C, 3. 1, 2 ou 3? Équipe A, la réponse C. Équipe B, la réponse C. C'est la réponse A. L'unique titre de champion d'Angleterre de Nottingham Forest remonte à 1978. Ils ont gagné deux titres de Champions League. Ça veut dire qu'il y a eu une invitation. Deuxième question, Jean-Philippe. Oui, on y va. Lequel de ces clubs n'a jamais été champion d'Angleterre? A, Wolverhampton. B, Fulham. C, Burnley. A, B ou C? Lequel de ces clubs n'a jamais été champion d'Angleterre? On y va? Équipe B, la réponse A. Équipe A, la réponse C. C'est la réponse... Regarde comment il me regarde. Ni l'un ni l'autre. C'est la réponse B. Fulham. Wolverhampton compte 3 titres, 1954, 1958 et 1959. Quant à Burnley, il a été sacré en 1921 et 1960. Celui qui a composé le questionnaire, la prochainement, est venu joindre. Bon, d'accord, il a entendu. Troisième question. À quand remonte le dernier titre de champion d'Angleterre de Tottenham? Mais quand j'ai donné le thème au départ, vous avez dit ça va aller, non? Non. Ah, donc on y va? A, 1961. On n'était pas nés, on était tout petits. Ça fait rien, allez-y. B, 1973. C, 1981. 1961, 1973 ou 1981? Équipe B, la réponse A. Équipe A, la réponse B. C'est la réponse A.
1961. Ça, Tottenham compte 2 titres de champion d'Angleterre, 1951 et 1961. Thierry, on parle de Thierry, on a gagné. On vous menez, on n'est pas gagné. Henri Joël est tout souriant. C'est la chemise. La chemise fait effet. Hein. C'est la chemise qui fait. JP, prochainement vous habillez en rose. Salut le village. Salut tout mon village. Mais c'est même pas encore fini. On va gagner. 4e question. Dans lequel de ces clubs anglais n'a pas évolué l'ex-international ivoirien Aruna Koné? A. Bolton. B. Wigan. C. Everton. Vous êtes déjà prêts? OK. Réponse A. Eh oui, c'est la réponse A. Aruna Koné a joué dans 2 clubs anglais. Wigan de 2012 à 2013 et Everton de 2013 à 2017. 5e et dernière question. Quel est le meilleur buteur non anglais de l'histoire de la Première Ligue? A. Didier Drogba. B. Sergio Agüero. C. Thierry Henry. A, B ou C. Équipe B. Marie-Joëlle, vous êtes décidé, hein? La réponse B pour l'équipe B. L'équipe A, la réponse C. C'est la réponse B, Sergio Agüero. Avec 184 buts, l'Argentin devance le Français Thierry Henry et le Néerlandais Robin van Persie, qui comptent respectivement 175 et 144 buts. Didier Drogba a marqué 104 buts. Bon, roulement de tambour. On ne roule pas tambour. On roule le tambour. On sait qui a gagné ici. L'équipe victorieuse est l'équipe des dégradés de rose.